Merci Tania, en tout cas, d'avoir accepté une fois de plus notre invitation pour l'émission Le droit de savoir. On tient aléatoirement sur cette plateforme. Donc, quand vous connaissez l'actualité, vous savez ce qui se passe à peu près en ce moment au niveau de la CNAMGS. L'idée aujourd'hui, c'est de faire quoi? C'est d'expliquer un peu aux compatriotes comment est financée la CNAMGS, qu'est-ce qui peut éventuellement expliquer qu'on en soit là, et aussi aborder avec les personnes qui ont subi cette interruption-là de prestations, qu'est-ce qu'elles peuvent faire en termes de recours sur le plan juridique. Donc, c'est ça l'idée aussi. Euh, Ensuite, il y a un sujet très important dont on ne parle pas beaucoup, malheureusement, c'est qu'en ce moment, sur la table du Parlement, même s'ils sont en période d'intercession parlementaire, ils sont en vacances là, depuis le 31 décembre, il y a un projet de code de la santé qui est sur la table du Parlement de la transition. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'informations, enfin, il n'y a pas beaucoup enfin, oui, je considère que les Gabonais ne sont pas suffisamment informés à ce sujet. Donc, on a décidé de faire un live sur ce sujet aussi pour vous expliquer un peu le contenu de manière vraiment globale, les enjeux aussi de certaines dispositions qui pourraient éventuellement être adoptées, parce que pour l'instant, on parle de projet, donc c'est que c'est pas encore, il n'y a pas encore de code de la santé. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Voilà, donc c'est pour ça qu'on reçoit comme invité Tania Andor, qu'on avait déjà reçu une fois, qui est spécialiste en droit de la santé, qui tient un blog qui s'appelle Objuris, Objuris. Il me semble que ça signifie Observatoire juridique de la santé. Oui, Je tout me à fait. trompe? Non, c'est bien ça. Voilà. Donc voilà, Tania, je te donne donc je te laisse donc voilà. Mm. Oui. Ok, je prends la main. D'accord. Donc moi, j'estimais nécessaire de faire un petit rappel un petit peu historique sur la CNAMGS et pour essayer de mieux comprendre la situation actuelle et faire éventuellement des propositions d'amélioration de cette situation qui n'est pas inédite parce que c'est quelque chose qui s'est déjà produit, qui s'est produit aujourd'hui, qui se produira certainement encore. Donc voilà, déjà pour rappel, donc la CNAMGS, pardon, elle est créée par une ordonnance du 21 août 2007, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a été conçue avec l'ambition de faire du Gabon un pionnier en Afrique en matière de couverture sanitaire universelle. Donc la promesse qui était faite, c'était donc de garantir à tous un accès équitable aux soins en permettant donc à toutes les couches sociales, y compris les plus démunis, d'accéder à des soins de qualité sans qu'il y ait un obstacle majeur, un obstacle financier majeur. Donc cette ambition reposait sur deux mécanismes, donc un mécanisme de cotisation et un mécanisme de solidarité. On a un article 12 de cette ordonnance qui dit notamment que l'État veille à la participation de chaque citoyen, donc chaque citoyen, au financement des charges de l'assurance maladie dans la mesure de ses ressources. Donc, c'est ça la solidarité. Donc, ceux qui peuvent cotisent, ceux qui ne peuvent pas ne cotisent pas, mais pour autant bénéficient de cette solidarité. Après, on a donc eu dans cette ordonnance, on a prévu 3 fonds d'assurance, donc qui ont été créés. Un fonds d'assurance maladie des agents publics de l'État, un fonds d'assurance maladie pour les salariés du secteur privé, les salariés du secteur du parapublic, des travailleurs indépendants, des professions artisanales, commerciales et des assurés volontaires. Tout ça, c'est dans le même fonds. Et un troisième fonds qui est celui des Gabonais économiquement faibles. Donc, chaque fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte. C'est ce qui était prévu. Et chaque fonds dispose de ses propres ressources, de ses propres sources de financement. Pour le fonds des agents publics, on a donc des cotisations de l'État employeur, les cotisations des agents publics eux-mêmes, les revenus déplacements, les majorations et intérêts qui peuvent être infligés à l'État lorsqu'il paye en retard. Pour le fonds des salariés du secteur privé, on a donc des cotisations patronales, les cotisations des salariés eux-mêmes, les cotisations forfaitaires des travailleurs indépendants, les revenus déplacements également, et aussi les intérêts de retard. Pour le fonds de garantie, pour le fonds le fonds d'assurance maladie des GEF, ce qui est prévu, c'est donc une cotisation indirecte via des taxes. On a un impôt indirect qu'on appelle la ROAM, oui, donc la redevance obligatoire de l'assurance maladie, et aussi une taxe qui est prélevée sur
sur les transferts d'argent. Donc c'est ça qui finance donc le fonds des GEF. Il y a dès l'origine donc de la création de la CNAMGS un principe d'interdiction de financement croisé qui est clairement établi et qui est formulé comme suite. Donc on a l'article 41 qui dit dans tous les cas, les ressources appartenant à un fonds ne doivent pas financer les prestations ou les déficits d'un autre fonds. L'idée étant que les ressources affectées à un groupe précis soient utilisées exclusivement pour ce groupe. Par contre, lorsqu'un régime, un fonds d'assurance, se révélait excédentaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de ressources que de charges, les excédents qui sont constatés à l'issue de chaque exercice, devaient donc être affectés à un fonds de réserve. Et si des fonds se retrouvaient en difficulté, l'équilibre financier pouvait être rétabli en piochant notamment dans ce fonds de réserve. Et l'État devait intervenir en dernier ressort en cas d'échec des mécanismes d'équilibre financier. Donc là, sur le papier, il y avait donc certaines choses qui étaient prévues et on avait déterminé voilà la manière dont tout cela devait fonctionner et nos autorités étaient plutôt satisfaites de ce projet. Donc ça a été mis en place, ça a été mis en œuvre. Donc on a eu notre CNAMGS, mais dès le départ on a observé des difficultés de gestion qui ont fait naître des inquiétudes quant à la viabilité même de ce système. Donc on a constaté des dérives, mais en réalité on pouvait s'attendre à ces dérives, puisque d'une part dans cette ordonnance on prévoyait déjà que les frais de gestion de la caisse devaient aussi être financés par les ressources qui alimentent les différents fonds. Alors qu'il ne s'agit pas forcément d'une contradiction au principe d'interdiction dont on a parlé un peu plus haut. Donc, c'est pas une contradiction au principe d'interdiction de financement croisé, puisque les frais de gestion ne sont pas considérés comme des prestations. Mais le problème, le problème, ce n'est pas la disposition en elle-même, en fait. Le problème, c'est que cette disposition laissait une porte ouverte une porte ouverte à une mauvaise gestion. Donc, en donnant cette possibilité de prendre dans les ressources des fonds qui ont été prévus pour financer la gestion administrative de la caisse, le problème c'est que s'il n'y avait pas la rigueur qui va avec, on pouvait facilement tomber dans des abus. Et c'est ce qu'on a pu observer. Alors, d'autre part, qui perçoit les cotisations, là le problème, c'est un autre problème, qui perçoit les cotisations et les impôts indirects pour le compte de la CNAMGS. Alors, moi, de ce que je sais, donc sauf erreur, c'est le Trésor public. Alors même que la Caisse est censée jouir d'une autonomie financière, si on en croit l'article 16 de l'ordonnance de 2007. Donc, cet état des choses est problématique parce qu'il n'y a pas de transparence et il y a un risque de détournement. Là, je ne parle pas des détournements à titre personnel qu'on a pu entendre, ça c'est un autre problème, mais détournement dans le sens où le Trésor public, quand il reçoit ces ressources qui sont destinées au fonds d'assurance maladie, il peut être tenté d'utiliser donc ces finances pour d'autres besoins urgents de l'État. Des besoins qui vont être financés donc avec l'argent des assurés au détriment des objectifs spécifiques de la CNAMGS. Donc le Trésor public et la CNAMGS n'ont pas les mêmes objectifs. Et en mettant la Caisse dans cette situation de dépendance financière, mais on permet qu'il y ait ce type de détournement. Et ce sont derrière les assurés qui se retrouvent lésés. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Après, je tiens à dire quand même que les problèmes de gestion qu'on constate, qui sont montrés à la télé, dans les infos et tout, ce ne sont que la partie visible de l'iceberg. Donc, le problème n'est pas que la gestion. En ce qui concerne la CNAMGS, comme on l'a vu, on a 3 fonds. Et parmi les 3 fonds, c'est celui des salariés du secteur privé qui paraît le plus viable. Mais ça, vraiment, dès le départ. Dès le départ, c'était le fonds le plus fiable, le plus viable. Le deuxième fonds, lui, qui est donc celui des agents du secteur public, il est en souffrance quand même depuis le début.
parce que malheureusement l'État s'est montré presque toujours irresponsable depuis des années, mauvais payeur en ce qui concerne ses propres cotisations, mais aussi en ce qui concerne les reversements qu'il est censé faire, reversement des sommes qu'il a collectées. Et enfin, on a le fonds des GEF qui est le plus problématique. Alors pour rappel, un GEF, c'est donc une personne qui va avoir un revenu mensuel qui est inférieur à 150 000 francs. Et dans cette catégorie, on va retrouver une large part de la population. En 2015, ce sont les seuls chiffres que j'ai pu avoir. En 2015, on comptait 510 279 assurés GEF pour une population estimée à cette date à 1 930 000 habitants, soit donc 26% de la population qui était assurée GEF. C'est juste énorme. On sait donc déjà que les GEF ne cotisent pas directement, ils cotisent indirectement, donc parce qu'ils sont assujettis quand même aux impôts indirects, comme le ROAM et la taxe sur les transferts d'argent. Donc oui, ils contribuent d'une certaine façon au financement de leurs fonds. Le problème, c'est que cette contribution est minime par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans ce fonds, au nombre d'assurés qu'il y a dans ce fonds. Et c'est des personnes souvent vulnérables qui ont des besoins de santé qui sont importants. Le problème donc, on a donc cette contribution qui est minime et il y a un déséquilibre constant, mais vraiment dès le départ, il y a eu ce déséquilibre constant entre les ressources disponibles et les dépenses de santé. Et le fait que nos politiques de santé soient plus axées sur le curatif que sur le préventif n'arrange pas du tout la situation. Donc tout ceci pour dire que il n'y a pas une seule cause, mais bien plusieurs causes aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui avec notre système d'assurance maladie. Et ce constat nous oblige à considérer que ce dont notre système a besoin pour survivre, ce n'est pas de remplacer un dirigeant par un autre, mais de procéder à une réforme profonde. Donc, après avoir fait toutes ces observations, quelles solutions on peut imaginer pour sauver ce système qui est vraiment à l'agonie? Alors, on a des solutions qui sont évidentes, comme plus de rigueur dans le choix des dirigeants de cet organisme qui est quand même à fort enjeu sociétal, plus de rigueur dans la gestion des ressources disponibles, plus de contrôle, plus de rigueur dans le recouvrement et concrétiser véritablement cette indépendance financière qui est donc inscrite dans les textes, mais qui dans la pratique est absente, afin de permettre donc à l'État de ne plus avoir la mainmise sur les ressources spécifiques de la CNAMGS et permettre plus de transparence dans la gestion de ces fonds. Alors, à côté de ces solutions évidentes, on peut également imaginer d'autres sources de financement. Et je pense notamment au processus RCT, qui n'est pas connu du grand public et peut-être même de certaines administrations. Donc, c'est le recours des tiers payeurs qui est prévu et encadré par le Code CIMA. Le Code CIMA, c'est le traité, CIMA, c'est le traité de la Conférence internationale des marchés d'assurance. Et il y a un code donc de la CIMA qui prévoit donc ce qu'on appelle le recours des tiers payeurs. À sa section 5, chapitre 4, aux articles 254 et suivants. Donc, le recours contre tiers, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour l'organisme payeur, donc votre assureur, votre mutuelle, l'assurance maladie. Donc, c'est la possibilité pour l'organisme payeur de récupérer auprès de l'auteur d'un dommage corporel ou de sa compagnie d'assurance les sommes qu'il a engagées dans le cadre de la prise en charge de la victime. Donc, remboursement d'une partie des soins, remboursement des médicaments, indemnités journalières suite à un arrêt de travail, etc. Donc, c'est tout ce qui a été pris en charge par l'assurance maladie, par la mutuelle, etc. lorsque la personne qui a été victime d'un accident a été prise en charge dans un hôpital ou dans une clinique. Donc, ce mécanisme repose sur le principe de la responsabilité civile délictuelle qui est prévu aux articles 1382 et suivants du Code civil ancien. Donc, chacun est responsable du dommage qu'il cause à autrui. Et en vertu de ce principe, c'est donc au responsable du dommage qu'il appartient de réparer les préjudices de la victime. Et ça implique de rembourser, donc de prendre en charge, d'assumer les dépenses de santé engendrées par ce dommage. Or, quand un assuré est victime d'un accident de la circulation, par exemple, il bénéficie d'une prise en charge par l'assurance maladie, par sa mutuelle. Et concrètement, ça veut dire en fait que l'assurance maladie ou la mutuelle vient réparer
du moins en partie, le préjudice corporel de la victime. C'est comme si au final, c'est toute la société qui venait assumer la faute d'un seul individu. Et ça, c'est pas acceptable. Et c'est pourquoi il existe ce processus qui repose donc sur à la fois le principe de responsabilité que j'ai évoqué, mais aussi sur un principe de subrogation légale. Donc, le tiers payeur, l'assurance maladie ou la mutuelle, va venir se substituer dans les droits de la victime pour récupérer tout ce qu'elle a investi, tout ce qu'elle a engagé comme argent. Et donc, c'est ce processus qui est prévu qui est encadré par le code de CIMA est déjà mis en œuvre par certaines compagnies d'assurance privées, donc au Gabon, à ma connaissance, même si j'ignore avec quelle efficacité. Est-ce que la CNAMGS en fait autant? Je ne sais pas. Alors que ça pourrait être une source importante de revenus, si on peut appeler ça comme ça. Alors, pour information, et je vais m'arrêter là, en France, le recours contre tiers, je précise que c'est dans ce domaine que je travaille. Donc, le recours contre tiers permet de récupérer chaque année près d'1 milliard d'euros. C'est énorme. 1 milliard d'euros qu'on récupère juste en allant vers les personnes qui ont été à l'origine d'un accident. Généralement, c'est plus facile lorsque la personne bénéficie d'une assurance. C'est toujours plus facile de négocier avec les compagnies d'assurance, mais on parvient à récupérer chaque année près d'1 milliard d'euros. Et ces sommes sont systématiquement réinjectées dans le système de santé et c'est donc tout le monde qui en profite, tout le monde qui en bénéficie. Est-ce que ça ne pourrait pas être une piste? Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution à envisager pour renforcer notamment le financement des fonds qui sont les plus à risque? Donc voilà ce que j'avais à dire sur la CNAMGS. D'accord, merci beaucoup Tania. Je ne sais pas si les gens ont bien compris qu'en fait, au-delà de comment la CNAMGS est financée, Tania vient de nous expliquer qu'il y a une possibilité dans les solutions justement qu'on doit proposer pour que plus jamais on ne revive ce qu'on a vécu là et qui me semble d'ailleurs ne pas être totalement fini. Elle est en train d'indiquer que la CNAMGS devrait, ils ont déjà le droit normalement de le faire parce que c'est prévu par les textes gabonais, c'est le 1382 dont tu as parlé, non, sur la responsabilité civile délictuelle, le 1382 du Code civil ancien. En fait, la CNAMGS doit simplement s'organiser pour aller récupérer l'argent qu'elle dépense pour certaines personnes lorsque la raison pour laquelle la personne se fait traiter, il y a quelqu'un derrière qui est à l'origine de ça. Elle a pris l'exemple concret de l'accident de la circulation. S'il y a quelqu'un qui est à l'origine de l'accident de la circulation et qu'ensuite, toi, en tant que victime, tu te fais soigner, dans ce cadre-là, tu utilises ta carte CNAMGS pour aller te faire rembourser peut-être les médicaments au niveau de la pharmacie, eh bien, la CNAMGS doit pouvoir faire un recours contre l'auteur de ton accident pour que lui, il puisse rembourser les frais rembourser ce que la CNAMGS a dépensé en ces lieux et places. Et d'ailleurs, au Gabon, il y a une obligation d'assurance, comment ça s'appelle encore là? Assurance automobile. Oui, pour les véhicules. Ouais. Voilà, la conférence interafricaine des marchés d'assurance, donc la CIMA, à laquelle le Gabon appartient, prévoit justement une obligation d'assurance dans ce domaine-là. Donc normalement, la personne contre laquelle on fait un recours, elle-même, même si elle n'a pas forcément d'argent, hein, on ne va pas utiliser les grands mots, eh bien, elle a normalement une assurance qui devrait pouvoir rembourser l'argent. Et donc derrière, ça peut constituer un apport financier pour éviter justement qu'on se retrouve dans des situations financières compliquées, au-delà de tous les autres problèmes que vous-même vous connaissez par rapport à la CNAMGS. C'est pas ça l'objet de notre live, enfin vous-même vous savez. Donc Esther, vas-y, pose ta question. Ensuite, Tania poursuivra, si elle veut poursuivre ou si elle veut qu'on évolue, je ne sais même plus. Moi, normalement, j'aurais appris que la CNAMGS avait tenu une réunion, je crois en 2015, où il parlait de la création d'un 4e fonds. Parce que l'on a cité un fonds, 3 fonds, et on parlait d'un 4e fonds sur les emplois libéraux, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la faisabilité de ce fonds-là? C'est-à-dire que, puisqu'il n'a jamais vu le jour, hein? Il me semble que oui, en 2016. Oui, en 2016. En mars 2016, si. Moi, j'avais vu un article sur l'effectivité, c'est ce qui était annoncé en tout cas, effectivité du 4e fonds qui serait dédié aux travailleurs indépendants. Mais c'est pas très logique en fait, parce que dans l'ordonnance même
de 2007 déjà, on avait prévu les indépendants dans le fonds, enfin, ils sont avec les salariés du secteur privé. Ils ont une cotisation forfaitaire. Donc, j'ai pas bien compris pourquoi on s'en va créer un quatrième fonds qui, de ce que j'ai compris, ciblait surtout les indépendants qui étaient dans l'informel. Mais est-ce que c'est vraiment une solution? Puisqu'ils sont dans l'informel, comment est-ce que on va mettre en œuvre, comment est-ce qu'on va récupérer les cotisations? Bon, il faudrait déjà les pousser à se formaliser. Voilà. Alors que bon, c'est pas la bonne méthode. Pour pousser quelqu'un à se formaliser, c'est pas en lui disant, vas-y, formalise-toi pour que je puisse te prélever 1%. C'est ce qui a été annoncé. Mais voilà, donc je pense que au niveau de l'effectivité, bon, ça a été annoncé en 2016. Après, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, je ne suis pas certaine que ce soit effectif. Et de toutes les façons, il y a d'autres problèmes plus urgents à régler, il me semble, au niveau de cette caisse-là. Le fait que la gestion se fasse déjà conformément aux règles, la gestion des fonds déjà disponibles, ça c'est peut-être plus urgent que chercher encore à aller prélever d'autres personnes en leur disant que formalisez-vous pour qu'on vous prélève. C'est quand même une drôle de façon. Mais ça prouve que on est en recherche de d'autres sources de financement. Exactement. Mais là, c'était certainement pas la plus viable. C'est bon pour toi, Esther, ou C'est bon pour moi. Alors, Tania, est-ce que tu souhaites que, comme on se disait tantôt en off, enfin, Esther, embraye sur ce qu'elle devait aborder. Comme ça te laisse le temps de, voilà, ce que tu avais prévu. Et ensuite, tu reviens sur la deuxième partie par rapport à la CNAMGS, le recours des assurés lésés. Ah bon, c'est assez bref, hein. Je peux passer là-dessus rapidement si tu souhaites. Ok, vas-y. Oui, donc c'est quelque chose que j'ai publié cette semaine ou la semaine passée sur ma page. Il y a des gens qui ont eu des réactions assez étranges d'ailleurs quand j'ai dit qu'il y avait la possibilité donc de récupérer, en tout cas de faire une demande de remboursement si l'assuré avait été amené à régler ses frais de santé à 100%, donc un traitement qui lui aurait été prescrit, qu'il aurait réglé à 100% et que donc le tiers payant n'aurait pas été appliqué. Dans ce genre de situation, l'assuré a le droit de demander le remboursement des sommes qu'il a avancées en lieu et place de la CNAMGS, même s'il s'agit d'un GEF. Est-ce que tu peux juste expliquer aux gens la notion de tiers payant? Parce que quand on dit tiers payant, ça peut être flou pour les gens, s'il te plaît. Ah d'accord. Bon, donc en fait le principe du tiers payant, c'est lorsque l'assuré n'a pas à avancer lui-même les frais et que donc au moment de sa prise en charge, il ne règle que son reste à charge. Il y a des établissements qui ne pratiquent pas le tiers payant. Dans ce cas, on va vous demander de régler la totalité, mais derrière, vous devez vous faire rembourser la partie qui était censée être prise en charge par l'organisme payeur, que ce soit la CNAMGS ou votre assurance privée. Et je sais, je l'ai lu dans les commentaires, qu'il y en a qui font ça, qui font donc ces demandes de remboursement auprès de leur assureur privé. Mais pourquoi pas auprès de la CNAMGS? Vous avez aussi le droit de le faire. Même si vous êtes GEF, je précise encore, même si vous êtes GEF, parce qu'il y a des gens qui considèrent que les GEF, comme ils ne cotisent pas, du moins directement, ils ne sont pas en droit de demander un remboursement. C'est comme si c'était une faveur qu'on leur faisait, en fait, de prendre en charge leurs frais de santé. Non, ce n'est pas une faveur. Il y a entre la caisse d'assurance maladie et ses assurés un contrat. La caisse d'assurance maladie s'engage à rembourser vos frais de santé à 80, 90 ou 100% du tarif de convention. Je vous rappelle, le tarif de convention, c'est donc le prix qui est négocié en amont par l'État avec les prestataires de soins. Donc, si une prise en charge, une consultation, on vous indique dans le public en général, le prix qui est affiché, c'est le prix de convention. Donc, c'est le prix qui a été négocié en amont. Dans les cliniques, le prix qui est affiché, ça va être le prix négocié en amont, donc ce que j'appelle le prix de convention, le tarif de convention, plus un dépassement d'honoraires. La prise en charge de l'assurance maladie va s'effectuer uniquement sur le tarif de convention. C'est donc là que vous pouvez demander un remboursement. Vous ne pouvez jamais demander un remboursement, en tout cas à l'assurance maladie obligatoire, vous ne pourrez jamais demander un remboursement sur la partie dépassement d'honoraires. Ça, c'est possible de voir avec une mutuelle pour obtenir un remboursement là-dessus, mais avec l'assurance maladie obligatoire, on peut pas obtenir un remboursement. Donc,
L'assurance maladie, en vous déclarant donc, quand vous faites votre affiliation, vous êtes régulièrement immatriculé, vous bénéficiez d'une prise en charge à 80, 90 ou 100%. Donc, il y a un engagement de l'assurance maladie et à ce titre, elle devient votre débitrice. Elle vous doit de l'argent. Elle vous doit un remboursement. Donc, lorsque vous payez à sa place, vous avez le droit de réclamer le remboursement de cet indu. Parce que cette situation, en droit, on parle d'enrichissement sans cause. Parce que quand vous payez à la place de l'assurance maladie, elle s'enrichit à votre détriment, donc au détriment de l'assuré, puisqu'elle n'a pas réglé sa part. Elle s'est enrichie au détriment de son affilié. Et donc, son affilié a le droit de réclamer un remboursement. C'est une démarche toute simple. Évidemment, on ne va pas informer les assurés là-dessus parce que tout est opaque chez nous, mais c'est une démarche toute simple et c'est un droit qui est acquis. Donc, vous faites simplement une lettre adressée à la directrice générale en prenant soin de joindre les justificatifs qui sont nécessaires, donc justificatifs d'identité, d'immatriculation, donc pour prouver que vous êtes bien immatriculé, justificatif de prescription, donc fournir une copie de l'ordonnance, puisque les remboursements ne se font que sur les traitements qui ont été prescrits. Et un justificatif d'achat, donc le ticket de la pharmacie, le reçu, etc. Donc, je vais partager la semaine prochaine sur ma page un modèle de courrier pour les personnes que ça intéresse. Donc, si ça peut aider. Donc, à côté de ça, donc à côté de ces demandes de remboursement, il y a des situations où, et ça c'est certainement arrivé parce que dans les reportages qu'on a pu voir la semaine passée, il y a des gens qui disaient je sais pas quoi faire, je dois prendre tel traitement mais je peux pas le payer, donc je vais devoir rester comme ça. Et donc il y a pu y avoir des situations dramatiques. Il y a pu y avoir des préjudices corporels engendrés donc par le retard ou le défaut de prise d'un traitement. Et donc à ce moment-là, il y a la possibilité d'engager la responsabilité civile de la CNAMGS devant la juridiction administrative, puisqu'il s'agit d'un établissement public. Et donc, après, évidemment, une tentative de règlement amiable. Donc, il s'agit, voilà, ce sont des recours, des voies de recours qui sont accessibles. Du moins, la partie amiable. Parce que, parce que pour les procédures administratives, pour rappel, on est obligé de faire d'abord une tentative de règlement amiable. Donc là, il s'agit simplement de rédiger un courrier à l'attention donc du directeur de l'établissement, expliquer la situation, apporter les preuves nécessaires et demander la réparation de son préjudice. Donc, ce qui aurait été évalué en amont. En tout cas, exposer au moins déjà votre situation. C'est important de le faire. Même si vous estimez que vous n'avez pas les moyens ou les parents pour aller plus loin, faites au moins cette démarche parce que ça permet au moins à l'administration, qu'elle soit de bonne foi ou pas, de connaître cette situation, d'être informé de cette situation. Après, on verra comment elle réagit derrière ou pas. Mais on n'a pas, malheureusement, les assurés n'ont pas forcément ce courage-là de faire ce genre de choses. Mais c'est, en tout cas, pour la partie amiable, ce n'est pas forcément grand-chose. Mais au moins, vous montrez que vous connaissez vos droits et pourquoi pas aller plus loin si vous en avez les moyens, la possibilité, la force, le courage. Donc, voilà ce que je voulais dire. Alors, c'est certainement un des rares endroits où vous entendrez cela. Ce que Tania est en train d'indiquer, c'est que ne restez pas juste chez vous ou bien en venant simplement sur les réseaux sociaux pour vous plaindre que oui, en fait, je n'ai pas pu payer mes médicaments parce qu'il y a eu la grève il y a eu le mouvement des pharmaciens qui ont décidé de ne plus rembourser. J'ai subi un préjudice, je sais pas, peut-être que votre état de santé s'est empiré ou pire, même dans certaines situations, on ne sait pas, peut-être qu'il y a eu des décès. Ne restez pas à vous plaindre seulement, je sais pas moi, à la maison ou sur les réseaux sociaux ou aller voir X, Y. Il y a des choses qu'il faut faire pour essayer de faire bouger les choses. On est dans un état qui est censé être un état de droit. L'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est un état dans lequel vous avez des droits, des obligations. Et quand vos droits sont bafoués, il y a des recours. Les recours, c'est quoi? C'est que vous allez voir peut-être d'abord l'administration en question, vous écrivez un courrier, vous demandez que les conséquences de votre droit qui a été bafoué soient réparées. Et si c'est pas possible, si par voie amiable ça ne fonctionne pas, essayez maintenant de voir si on peut saisir les juges. Parce que les juges, si vous le savez peut-être pas, mais les juges ne peuvent pas décider comme ça eux-mêmes un jour de dire ah oui, il y a la dame qui est là-bas à Bellevue 2, elle n'a pas pu payer sa ventoline parce qu'il y avait le mouvement des pharmaciens. Et en fait, son état de santé s'est empiré à cause de ça. Donc, on va écrire
que la CNAMGS doit payer peut-être 500 000 francs CFA de dommages et intérêts à ces dames-là. Ça ne se fera jamais comme ça. Pour que le juge puisse écrire une décision dans laquelle il dit qu'on doit dédommager la dame en question, il faut que la dame en question ou ses représentants, son avocat, j'en sais rien, son conseil juridique, puisse aller saisir la juridiction. C'est ça que Tania est en train d'expliquer. Et on insiste dessus parce que moi, j'ai vu la publication qu'elle a faite sur sa page à ce propos, où les gens sont venus dire des trucs quand même hallucinants, du style, oui, ça c'est dans les pays occidentaux, nous ici, le temps que ça arrive, des trucs comme la poule aura les dents, enfin, à un moment donné, il faut faire un peu preuve de sérieux, quoi. On est en 2025. Donc, l'intérêt vraiment de parler de droit, de parler d'état de droit, d'expliquer comment les choses fonctionnent, etc., c'est aussi celui-là. C'est aussi celui de, vous avez des droits, vous avez des moyens pour faire reconnaître ces droits quand ils ne sont pas respectés, utilisez-les. Il est temps qu'on adopte cette culture-là du recours. Parce que cette culture de venir se plaindre uniquement sur les réseaux sociaux, de se plaindre dans les inbox des gens, etc., ça ne mène nulle part. Et on continue comme ça, on s'inscrit dans une sorte de cercle vicieux où les droits sont bafoués, il n'y a jamais de sanctions, les droits sont bafoués, il n'y a jamais de sanctions, et puis ça continue comme ça, ça continue comme ça s'arrête jamais.